7 jours, c'est tout ce qu'il a fallu. L'Iran a frappé l'infrastructure énergétique la plus cruciale de la planète et l'Arabie saoudite l'a remise en état en 7 jours. Pendant que le monde entier regardait les navires de guerre, suivait les destroyers et attendait que les diplomates clignent des yeux, l'Arabie saoudite avait déjà 3 coups d'avance. C'est l'histoire que le cycle des nouvelles a enfouie. Une fois que tout le tableau apparaît, le Moyen-Orient ne se lit plus de la même façon. Washington peaufinait encore le scénario du point de presse pendant que Riyad déplaçait déjà de l'acier. La date était le 28 février 2026. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre des cibles iraniennes. En quelques heures, l'Iran a déclenché son arme la plus puissante, ni un missile, ni un essaim de drone, mais la géographie elle-même. Le détroit d'Ormuz, un corridor maritime de 20 et un mille si crucial qu'il transporte près de 20 millions de barils de pétrole chaque jour, soit environ un baril sur 5 consommé n'importe où sur Terre. L'Iran l'a effectivement fermé, le trafic maritime s'est effondré de 97% presque du jour au lendemain, les prix du pétrole ont grimpé vers 120 $ le baril, le prix de l'essence aux États-Unis a dépassé 4 $. Les coûts de production ont bondi partout en Asie, les factures d'énergie ont explosé en Europe, l'économie mondiale avait bâti son système nerveux sur l'idée que ces 20 et un 1000 resteraient toujours ouverts. Soudainement, ce n'était plus le cas. Les marchés n'attendent pas qu'un Trump à la mode fasse son tour d'honneur avant de paniquer. Ce que presque personne n'a rapporté, c'est ce que l'Arabie saoudite a fait ensuite. Au moment même où les premières frappes touchaient l'Iran, l'Arabie saoudite n'a pas paniqué. L'Arabie saoudite n'a pas improvisé dans l'urgence. L'Arabie saoudite a actionné un mécanisme câblé et prêt pour exactement ce moment depuis 1981. Il y a 45 ans, les dirigeants saoudiens ont vu des pétroliers être attaqués pendant la guerre Iran-Irak et ont pris une décision qui allait définir leur stratégie énergétique pour le demi-siècle suivant. Ils allaient construire une porte de sortie, pas une porte de sortie diplomatique, pas une porte de sortie militaire, une porte de sortie physique. De l'acier dans le sol, du pétrole vers l'ouest. La planification en béton a souvent l'avantage sur les slogans enveloppés dans des drapeaux. L'oléoduc Est-Ouest, connu sous le nom de Pétroline, est un pipeline de 746 miles qui traverse toute la péninsule arabique de la province orientale riche en pétrole jusqu'au port de Yanbu, sur la mer Rouge, sur la côte ouest. Il a été conçu expressément pour transporter le brut saoudien en dehors du détroit d'Ormuz. Aucune eau contestée, aucun patrouilleur iranien, aucun poste de contrôle des gardiens de la révolution islamique, aucun goulet d'étranglement, seulement du tuyau, des stations de pompage et le désert qui s'étire d'un bout à l'autre de l'Arabie saoudite. L'oléoduc avait été construit au départ avec une capacité de 5 millions de barils par jour. C'était important, mais loin d'être suffisant pour remplacer les 20 millions que transporte normalement Ormuz. L'Arabie saoudite le savait et elle l'avait prévu elle aussi. À partir de 2019, après les frappes dévastatrices de drones contre l'installation de traitement d'Abqaiq, les ingénieurs saoudiens ont commencé discrètement à convertir des pipelines parallèles de liquide de gaz naturel en conduites supplémentaires pour le pétrole brut. Des pipelines initialement conçus pour transporter l'éthane, le propane et le butane vers des installations pétrochimiques ont été redirigés, reconfigurés et réaffectés. Le 11 mars 2026, seulement 11 jours après le début de la guerre, cette conversion était terminée et pleinement activée. La capacité de l'oléoduc Est-Ouest est passée de 5 millions à 7 millions de barils par jour. 11 jours entre le début d'une guerre et l'activation complète du contournement énergétique le plus important de la planète. L'ampleur de cette décision est difficile à exagérer. 7 millions de barils par jour circulant vers l'ouest à travers le désert arabique. 7 millions de barils qui n'avaient plus besoin de passer par le détroit d'Ormuz. 7 millions de barils que l'Iran ne pouvait pas toucher, à moins d'escalader jusqu'à une frappe terrestre directe contre le territoire saoudien. À la fin de mars, les exportations de brut depuis le port de Yanbu avaient atteint environ 5 millions de barils par jour, auxquels s'ajoutaient de 700 000 à 900 000 barils par jour de produits raffinés quittant le même port. La mer Rouge était devenue la nouvelle porte de sortie de l'Arabie saoudite, et l'Iran regardait passer chaque baril. Voilà le principe d'une stratégie de contournement. Elle ne fonctionne que si l'ennemi ne peut pas l'atteindre, et l'Iran le pouvait. À une date du début d'avril, peu après qu'un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran a été déclaré le 9 avril, l'Iran a lancé des frappes visant des infrastructures énergétiques à Riyad, dans la province orientale et dans la ville industrielle de Yanbu. L'une des 11 stations de pompage du pipeline a été touchée directement. Le débit a chuté de 700 000 barils par jour presque immédiatement.
L'Iran n'était pas subtil, le message était précis et délibéré. L'infrastructure saoudienne avait été repérée, sa valeur stratégique était comprise et ses points vulnérables étaient clairement connus. La plupart des pays auraient passé des semaines à évaluer les dégâts, à remplir des rapports d'incidents et à attendre les pièces. L'Arabie saoudite a compté en jours. Saudi Aramco, l'entreprise qui possède sans doute l'une des équipes les plus expérimentées au monde pour la protection et la remise en état des infrastructures, avait prépositionné des composantes de rechange exactement aux endroits les plus susceptibles d'être visés. Ce scénario avait été répété. Cette frappe avait été simulée dans des exercices. Le 12 avril 2026, le ministère saoudien de l'énergie a confirmé que l'oléoduc Est-Ouest avait été entièrement rétabli à 7 millions de barils par jour, le même jour où les pourparlers de paix à Islamabad se sont effondrés, le même jour où Trump a annoncé un blocus naval, le même jour où le pétrole a dépassé les $100 le baril. Pendant que le monde restait absorbé par le drame du détroit, l'Arabie saoudite annonçait discrètement que son pipeline, attaqué, endommagé, perturbé, était revenu à sa capacité maximale. Une annonce de blocus fait son effet à la télévision, mais les pipelines se soucient davantage des pièces de rechange que des applaudissements. Cette annonce du 12 avril est le moment qui définit toute la stratégie saoudienne dans ce conflit. Ni la construction initiale de l'oléoduc, ni même son activation, mais sa remise en service. Parce que un pipeline qui est frappé et reste hors service est une vulnérabilité. Un pipeline qui est frappé absorbe le choc et revient à pleine capacité en quelques jours, devient un atout stratégique d'un tout autre ordre. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige à élargir le regard. 7 millions de barils par jour, c'est extraordinaire, et c'est toujours pas assez. Avant la guerre, Hormuz transportait 20 millions de barils par jour. L'oléoduc saoudien, à pleine capacité, compense environ 35% de ce flux. L'oléoduc de brut d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis apporte un soulagement supplémentaire avec une capacité pouvant atteindre 8 millions de barils par jour jusqu'au port de Fujairah, sur le golfe d'Oman, en évitant complètement le détroit. Ensemble, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis peuvent faire passer environ 8 à 9 millions de barils par jour par des routes de rechange. Impressionnant à l'échelle de n'importe quelle norme historique, mais toujours inférieur à la moitié des volumes d'Hormuz d'avant-guerre. C'est précisément la partie que les panels télé sautent d'habitude juste avant qu'un proche de Trump déclare que tout est sous contrôle. Et pour le Koweït et l'Irak, il n'existe aucune solution comparable. Le Koweït exporte environ 2-5 millions de barils par jour et dépend entièrement du détroit d'Hormuz. Le projet d'oléoduc Bassora-Aqaba en Jordanie est discuté depuis plus de 10 ans et n'a jamais été construit. Ces pays n'ont pas 3 coups d'avance. Ils n'ont aucun coût. Ils attendent simplement la réouverture du détroit. Il y a aussi le problème à l'autre extrémité du pipeline. Faire traverser l'Arabie saoudite au pétrole est un défi. Le charger sur des navires et l'envoyer vers le reste du monde en est un autre. Le port de Yanbu, une ville industrielle qui n'a jamais été conçue pour agir comme terminal principal d'exportation du plus grand producteur de pétrole au monde, fonctionne à 4 fois sa capacité normale. En mars 2026, Yanbu a traité 47 chargements de très grands pétroliers, contre une moyenne d'avant-guerre de 11 à 12 par mois. Les postes à quai sont pleins, les horaires sont comprimés à leur limite absolue. Les superpétroliers font la file au large de la mer Rouge, chacun contenant 2 millions de barils en attendant leur tour de chargement. Le pipeline peut livrer 7 millions de barils par jour à Yanbu. Le port ne peut pas encore charger physiquement ce volume assez vite sur les navires. Le goulot d'étranglement est réel et il est contraignant. Détourner le pétrole est plus difficile que détourner la faute derrière un micro. Ensuite vient la crise qui n'a absolument aucune solution de contournement. L'installation de Ras Laffan au Qatar est le plus grand complexe de gaz naturel liquéfié sur Terre. Elle fournit de 12 à 14% du gaz naturel liquéfié de l'Europe et d'énormes volumes à l'Asie. Des frappes iraniennes ont détruit 2 de ses trains d'exportation, retirant une part significative de sa capacité. Contrairement au pétrole brut, le gaz naturel liquéfié ne peut pas être redirigé par un pipeline à travers le désert. Le gaz exige des installations de liquéfaction, des méthaniers cryogéniques spécialisés et des terminaux de regazéification à destination. Rien de cela n'existe sur des routes alternatives. La crise du gaz naturel liquéfié n'a pas de solution saoudienne par pipeline, elle n'a aucune solution par pipeline. C'est une autre catégorie de dommages et elle se déploie en grande partie hors du regard. Le gaz naturel liquéfié ne réagit pas au thon bravache, même quand l'éclairage du podium est impeccable. Et au-delà du détroit d'Hormuz se trouve un autre point d'étranglement dont on ne parle toujours pas assez fort,
Bab al-Mandab, le détroit étroit à l'extrémité sud de la mer Rouge, que chaque pétrolier quittant Yanbu doit franchir avant d'atteindre les marchés asiatiques ou européens. Chaque baril de pétrole saoudien qui se déplace maintenant vers l'ouest par Pétroline doit encore sortir par Bab al-Mandab. L'Iran a déjà laissé entendre que, si le conflit continue de s'aggraver, il pourrait coordonner un second front de pression à cet endroit, en s'appuyant sur les capacités des Houthis au Yémen. L'Arabie saoudite a contourné un point d'étranglement. Le pétrole doit quand même traverser un couloir de risque pour atteindre le monde. Un goulet d'étranglement a été contourné. Cela ne fait pas disparaître la carte, peu importe l'assurance avec laquelle un attaché de presse la pointe. Il y a un autre coup dont presque personne ne parle. Pour convertir ces pipelines de liquide de gaz naturel en conduite supplémentaire pour le brut, l'Arabie saoudite a effectivement sacrifié sa capacité d'exportation de liquide de gaz naturel pendant toute la durée du conflit. L'éthane, le propane et le butane, les intrants qui alimentent le secteur pétrochimique saoudien, y compris les activités de Sibek à Yanbu, ne circulent plus dans les volumes requis. La diversification industrielle au cœur de Vision 2030, la stratégie nationale saoudienne pour bâtir une économie d'après-pétrole, dépend de ces intrants. Le Royaume a fait un choix conscient, subordonner sa transformation économique de long terme à l'exigence immédiate de maintenir les flux mondiaux de pétrole. Ce n'est pas un petit sacrifice. C'est l'avenir de l'économie saoudienne qui est échangé en ce moment même contre la stabilité du système énergétique mondial. Voilà à quoi ressemble une stratégie quand elle se mesure en arbitrage plutôt qu'en ligne d'applaudissement. Et même dans le meilleur des cas, même si un véritable cessez-le-feu tient, même si le détroit d'Ormuz rouvre complètement, des analystes du transport maritime estiment qu'il faudrait quand même attendre jusqu'en juillet pour que les flux pétroliers par Ormuz reviennent à la normale. Les compagnies maritimes n'enverront pas de navires dans un détroit miné et contesté avant d'avoir une forte confiance dans la solidité du cessez-le-feu. Les navires qui transitent normalement par Ormuz à raison de 100 passages par jour ne réapparaissent pas simplement au moment où quelqu'un annonce que c'est de nouveau sûr. La confiance prend du temps. La logistique prend du temps. 3 mois au minimum, même si la paix arrive demain. Ce qui signifie que l'oléoduc Est-Ouest n'est pas seulement le contournement d'urgence de l'Arabie saoudite. C'est l'artère principale de l'approvisionnement énergétique mondial pour, au minimum, les 3 prochains mois, un pipeline, une route alternative, tout le marché énergétique mondial en équilibre sur 746 miles d'acier traversant le désert arabique, une infrastructure dont l'Iran a déjà démontré qu'il sait exactement comment la viser. La réalité continue d'imposer des échéanciers, ce qui est fâcheux pour tous ceux qui vendent des victoires instantanées. Alors, que vient-il ensuite? L'Arabie saoudite n'attend pas de le découvrir. Le Royaume explore activement l'expansion de l'oléoduc Est-Ouest au-delà de 7 millions de barils par jour. De nouveaux terminaux d'exportation sur la côte de la mer Rouge, y compris dans le projet NEOM, sont à l'étude. Les Émirats arabes unis examineraient un deuxième pipeline vers Fujairah et la plus grande vision de toutes prend un véritable élan. Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, annoncé pour la première fois au sommet du GVINT à New Delhi en septembre 2023, relierait l'Inde à l'Europe au moyen d'un réseau intégré de ports, de chemins de fer et de pipelines couvrant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, acheminant l'énergie complètement en dehors de toutes les voies maritimes contrôlées par l'Iran. Reproduire aujourd'hui l'oléoduc Est-Ouest coûterait au moins 5 milliards de dollars. Le corridor IMEC au complet pourrait dépasser 20 milliards de dollars. Ces 20 milliards de dollars représentent le prix à payer pour retirer de façon permanente l'effet de levier géographique de l'Iran de l'équation énergétique mondiale. Le point stratégique est difficile à manquer, les solutions d'infrastructure sont plus durables que les options militaires. C'est une conclusion remarquable au milieu de l'une des campagnes aériennes les plus intenses de l'histoire récente du Moyen-Orient. Et pourtant, la logique est implacable. On peut bombarder des batteries de missiles, on peut envoyer des destroyers dans des détroits contestés, on peut déminer et imposer des blocus, mais tant que l'Iran reste assis sur la rive nord du détroit d'Ormuz, la menace demeure. Même les acteurs les plus durs de la région comprennent que l'acier survit plus longtemps qu'une formule à la Trump. La seule véritable solution consiste à rendre Ormuz moins indispensable, à bâtir autour, à créer des alternatives assez robustes pour que sa fermeture provoque un inconvénient plutôt qu'une catastrophe. C'est ce que l'Arabie saoudite a commencé à construire il y a 45 ans. C'est ce sur quoi elle redouble d'efforts en ce moment. Ce qui devient visible maintenant, c'est le passage des hypothèses à la réalité opérationnelle.
Pendant des années, les corridors énergétiques alternatifs ont existé dans des présentations de conférences et des documents de groupes de réflexion. Le détroit d'Ormuz était toujours ouvert. Pourquoi dépenser des milliards pour des solutions de rechange à quelque chose qui fonctionnait? Maintenant, cela ne fonctionne plus. Et soudainement, les alternatives ne sont plus des exercices théoriques. Ce sont des priorités financées. Elles sont en cours de conception. Elles sont en construction. Dès que la crise entre dans le réel opérationnel, le théâtre du America First commence drôlement à ressembler à un substitut à la planification. Les États-Unis ont envoyé des destroyers, l'Iran a lancé des drones, des diplomates se sont rencontrés à Islamabad et sont repartis sans entente. Et à travers tout cela, l'Arabie saoudite a fait quelque chose de différent. Elle a activé une infrastructure qu'elle avait passé 45 ans à construire, à entretenir et à agrandir discrètement. Elle a converti des pipelines en 11 jours. Elle a réparé une frappe en moins d'une semaine. Elle a fait fonctionner un port à 4 fois sa capacité. Elle s'est assise aux tables diplomatiques et elle a commencé à tracer les plans d'un recablage architectural permanent de l'énergie mondiale. Un recablage qui ferait du détroit d'Ormuz une note historique plutôt qu'une vulnérabilité éternelle. Voilà l'histoire que les caméras ont manqué, non pas parce qu'elle était cachée, mais parce qu'elle avait été construite en acier, en tuyaux et en roches désertiques pendant 4 décennies. Silencieuse, méthodique et exactement prête au moment où le monde en avait le plus besoin. Les acteurs les plus dangereux de la géopolitique sont rarement les plus bruyants. Ce sont ceux qui avaient commencé à se préparer à la crise d'aujourd'hui avant même que les autres croient qu'elle allait venir. L'Arabie saoudite s'est préparée et en ce moment, le monde tourne sur ce qu'elle a bâti. La pièce la plus bruyante de cette crise n'a jamais été la mieux préparée.